Maman a ricané, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors demande-lui de payer tes factures. Le silence était assourdissant. Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que j'étais la déception de la famille. Une ombre. Un murmure dans le concert de louanges dédié à ma sœur aînée, Chloé. Pendant des années, j'ai accepté ce rôle de la fille cadette, celle qui n'était jamais tout à fait à la hauteur, celle dont les réussites étaient des anecdotes et les échecs, des certitudes. Mais il y a un moment où c'en est trop. Un moment où les mots, accumulés comme des gouttes de poison, finissent par faire déborder le vase de votre âme. Ce moment est arrivé pour moi un mercredi soir, lorsque ma mère m'a servi la comparaison la plus cruelle de toutes. Elle m'a ricané au nez, avec ce mépris tranquille qu'elle maîtrisait si bien, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant des mois, c'est moi, la fille ratée, l'artiste bohème, qui payait ses factures et sauvait sa maison de la saisie. Ce jour-là, quand je l'ai regardé droit dans les yeux et que j'ai dit, alors demande-lui de payer tes factures, le silence qui s'est installé était si lourd, si assourdissant, qu'il a semblé aspirer tout l'air de la pièce. Laissez-moi vous raconter comment cette simple phrase a fait exploser des décennies de secrets, de mensonges et de douleurs enfouies. Mais avant de plonger dans les détails de cette histoire qui a changé ma vie, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cela. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et s'il vous plaît, si vous aimez les histoires de vie qui sortent de l'ordinaire, ces récits de résilience et de courage, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne rien manquer. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment ce drame familial, ce théâtre de l'absurde, s'est déroulé jusqu'à la fin. J'ai grandi dans la banlieue de Lyon, dans une jolie maison où le soleil semblait toujours briller un peu plus fort sur Chloé. Elle avait 2 ans de plus que moi et une aura de perfection qui la suivait partout. Elle excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, sans même paraître faire d'efforts. Pendant que je peinais sur mes équations de mathématiques, Chloé, au même âge, suivait déjà des cours de niveau supérieur. Quand j'ai réussi, après des semaines d'entraînement acharné, à intégrer l'équipe de foot du collège, ma mère m'a félicité d'un « c'est bien », avant d'ajouter immédiatement « tu sais, Chloé était capitaine de l'équipe du lycée au même âge ». La comparaison a commencé très tôt, insidieusement. Lors des réunions parents-professeurs, j'attendais dans le couloir, les mains moites, entendant ma mère discuter de mes notes passables. Et le nom de Chloé revenait toujours, comme un étendard, le modèle que je devais m'efforcer d'atteindre. Amélie est une fille douce, mais elle n'a pas la même motivation naturelle que Chloé, disaient les professeurs, presque en s'excusant. Ma mère hochait la tête d'un air grave, puis passait tout le trajet du retour à m'expliquer comment je devais, plus m'appliquer, suivre l'exemple de ta sœur. Chloé a maintenu une moyenne parfaite tout au long de sa scolarité, tout en jonglant entre son rôle de déléguée des élèves, le club de débat et le bénévolat à l'hôpital. Moi, je luttais pour atteindre un modeste 13 de moyenne, malgré des heures passées à étudier, la tête entre les mains. Mon seul refuge, ma seule bouffée d'oxygène, c'était le cours d'art plastique. C'était le seul endroit où je me sentais vraiment douée, créative, vivante. L'odeur de la peinture à l'huile, la texture de la toile sous mes doigts, c'était mon royaume. Mais quand je montrais fièrement mes peintures à ma mère, elle y jetait un regard distrait et disait « C'est joli, ma chérie. Tu as su que Chloé a encore gagné un concours d'éloquence ?» Les succès de Chloé étaient des événements familiaux. Son admission dans une prestigieuse école de droit à Paris a donné lieu à un dîner de célébration qui a duré des heures, avec des appels de toute la famille pour féliciter le génie de la famille. Quand ma lettre d'acceptation pour un BTS en design graphique est arrivée, ma mère l'a ouverte avec une déception si visible qu'elle m'a physiquement blessée. « Eh bien, a-t-elle soupiré. Au moins, tu continues tes études. » Chloé a toujours dit que les filières courtes avaient leur utilité. J'ai désespérément essayé de trouver ma place. J'ai rejoint le club de théâtre, espérant que la scène serait ma vocation, mais j'ai abandonné après que ma mère a manqué ma première représentation dans un rôle principal pour assister à un tournoi de débat de Chloé. J'ai tenté l'athlétisme, pensant que le sport pourrait enfin me valoir une reconnaissance, mais j'ai arrêté quand ma mère a mentionné nonchalamment que Chloé avait aussi reçu des offres de bourses sportives, mais qu'elle avait évidemment choisi l'excellence académique. Même mon talent artistique,
constamment loué par mes professeurs, est devenu une autre source de comparaison. Quand j'ai gagné le premier prix d'un concours d'art local pour une de mes toiles, la réaction de ma mère a été tiède. L'art est un joli passe-temps, a-t-elle dit. Mais le stage de Chloé dans ce cabinet d'avocat sera bien plus impressionnant sur son CV. Tu devrais envisager des activités plus pratiques. Le schéma s'est poursuivi sans relâche. Le jour de la remise des diplômes, Chloé a prononcé le discours de major de promotion, tandis que j'étais assise au milieu de la foule, invisible et insignifiante. La hiérarchie visuelle de notre famille était claire pour quiconque entrait dans notre maison. Sur la cheminée, la photo de diplôme de Chloé trônait en bonne place, dans un grand cadre en argent, entouré de ses divers certificats et coupures de presse. Mes photos d'école étaient reléguées dans un petit cadre en bois, caché derrière un trophée de débat de Chloé. Cette cheminée ne servait pas seulement à réchauffer la maison, c'était un monument au succès de Chloé et un rappel quotidien de mon invisibilité. Le passage à l'âge adulte n'a pas diminué les comparaisons, il les a simplement transformées, les rendant plus sophistiquées, plus cruelles. Pendant que Chloé brillait à l'école de droit à Paris, collectionnant les mentions et obtenant des stages dans des cabinets prestigieux, je peinais à trouver ma place dans le monde du travail. Mon BTS en design graphique m'a permis de décrocher un poste dans une petite agence de marketing à Lyon, où je créais des publicités pour des entreprises locales. J'aimais mon travail. Il satisfaisait mes élans créatifs, et le salaire, bien que modeste, me permettait de vivre. Mais pour ma mère, ce n'était rien de plus que « ton petit boulot artistique ». Quand les voisins demandaient des nouvelles de ses filles, son visage s'illuminait en décrivant les exploits de Chloé, ma future grande avocate. Puis, elle mentionnait brièvement, presque à contre-cœur, que je faisais quelques créations pour des boîtes du coin. Le ton dédaigneux me piquait au vif à chaque fois, réduisant mes efforts professionnels, mes nuits blanches et ma passion au rang de simple hobby d'adolescente. La carrière de Chloé, elle, a continué son ascension fulgurante. Elle a été embauchée par un des plus grands cabinets d'avocats de Paris, avec un salaire de départ qui représentait 3 fois mon revenu annuel. Ses cartes de visite portaient des titres impressionnants, et ses affaires faisaient parfois la une des journaux locaux. Ma mère collectionnait religieusement ses coupures de presse, créant un album entièrement dédié au triomphe professionnel de Chloé, un sanctuaire à sa gloire. Pendant ce temps, je construisais mon propre chemin, dans l'ombre. Je suivais des cours du soir en marketing digital et en conception de sites web pour élargir mes compétences, espérant un jour monter ma propre affaire. Ces efforts passaient largement inaperçus aux yeux de ma mère, qui semblait incapable de reconnaître une réussite qui ne correspondait pas aux marqueurs traditionnels incarnés par Chloé. Quand j'ai obtenu une promotion au poste de designer senior, avec une modeste augmentation de salaire, la réponse de ma mère au téléphone a été un « Ah, c'est bien », distrait, immédiatement suivi de « C'est merveilleux, ma chérie. Tu as su que Chloé a été sélectionnée pour le programme d'accès accéléré au statut d'associé ? C'est exceptionnel à son âge. » Mon succès était instantanément éclipsé, réduit à néant. Ma vie personnelle est devenue une autre source de munitions pour ces comparaisons incessantes. La relation de Chloé avec Alexandre, un chirurgien cardiaque qu'elle avait rencontré lors d'un gala de charité, représentait tout ce que ma mère valorisait, le statut, l'argent, le prestige. Alexandre conduisait une voiture de luxe, possédait un appartement magnifique avec vue sur la Seine et venait d'une longue lignée de médecins renommés. Leurs fiançailles ont fait la une des pages mondaines du Figaro. Ma vie amoureuse, en revanche, était une série de relations avec des créatifs, des enseignants et des petits entrepreneurs que ma mère considérait comme « gentils », mais sans grand avenir. Quand je suis sortie avec Marc, un musicien talentueux qui avait son propre studio d'enregistrement et une passion qui illuminait sa vie, les commentaires de ma mère se concentraient sur l'instabilité de sa carrière. « Il a l'air doux », disait-elle avec une moue de pitié. « Mais c'est un artiste, ma chérie. Ce n'est pas sérieux. » L'Alexandre de Chloé, lui, a une telle sécurité, un tel prestige. Tu devrais chercher quelqu'un de plus établi, quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Ces observations constantes, ces questions insidieuses sur les revenus incertains de Marc ont fini par semer le doute dans mon esprit, par empoisonner notre relation. J'ai commencé à voir Marc à travers les yeux de ma mère, et notre amour n'y a pas survécu. Les réunions de famille étaient particulièrement éprouvantes. Chloé et Alexandre arrivaient, toujours impeccablement habillés,
plein d'histoires sur leurs derniers exploits. Ils revenaient d'un week-end dans un vignoble à Bordeaux. Alexandre avait réalisé une opération chirurgicale révolutionnaire, où Chloé avait gagné un procès important pour un client influent. J'étais assise en silence, contribuant peu à des conversations qui semblaient tourner uniquement autour de leur réussite. Lors d'un de ces dîners, l'humiliation a atteint un nouveau sommet. Alexandre, avec ce sourire condescendant qu'il réservait à ceux qu'il considérait comme inférieurs, s'est tourné vers moi et a dit, sur un ton faussement enjoué, « Amélie, ton hobby est vraiment adorable. Mais quand est-ce que tu penses trouver un vrai travail ?» Un silence glacial est tombé sur la table. J'ai attendu que ma mère me défende, qu'elle dise que mon travail était un vrai travail. Mais le pire fut son regard. Elle n'a rien dit. Au contraire, elle a hoché la tête avec un air de fierté, comme si Alexandre venait de formuler la pensée qu'elle n'osait pas exprimer si crûment. La complicité entre eux m'a transpercé le cœur. Ce n'était plus seulement ma mère, c'était comme si le monde entier, leur monde, validait son jugement sur moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne luttais pas seulement contre les comparaisons de ma mère, mais que je faisais également face au mépris du monde entier que ma sœur représentait. Malgré les critiques constantes, malgré le sabotage émotionnel de ma mère, je n'ai jamais abandonné ma passion. C'était la seule chose qui m'appartenait vraiment. Je continuais à travailler à l'agence la journée, payant mes factures, et le soir, je bâtissais mon propre portfolio en tant que designer freelance, tel un artisan construisant son chef-d'œuvre dans le secret de son atelier. Je rêvais de devenir indépendante, de choisir mes projets, d'être reconnue pour mon talent, et non pour mon lien de parenté avec Chloé. Et puis, un jour, l'opportunité de ma vie s'est présentée, comme un rayon de soleil perçant un ciel nuageux. Une chaîne de restaurants réputée de la région Rhône-Alpes, le Gourmet Lyonnais, en pleine expansion, m'a contacté. Ils avaient vu mon portfolio en ligne et étaient impressionnés. Ils voulaient une refonte complète de leur identité de marque, logo, menu, site web, décoration intérieure de leurs 12 établissements. C'était un contrat énorme, un projet qui pouvait non seulement me garantir une sécurité financière pour plus d'1 an, me permettant enfin de quitter l'agence, mais aussi lancer ma carrière à un tout autre niveau. C'était le genre de projet qui fait un nom dans le milieu. J'étais euphorique. J'ai passé des nuits entières à préparer ma proposition, mon cœur battant à chaque nouvelle idée, chaque croquis. J'y ai mis toute mon âme. Quand ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais été choisie parmi plusieurs agences bien établies, j'ai cru que j'allais m'évanouir de joie. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai dansé seule dans mon petit appartement. C'était la validation que j'attendais depuis si longtemps. La preuve que je n'étais pas juste la sœur d'eux, que j'avais ma propre valeur. La première personne à qui j'ai voulu l'annoncer, c'était ma mère. Dans un élan d'optimisme insensé, une part de moi espérait encore son approbation. J'ai pensé que cette fois, ce serait différent. Ce succès était trop grand, trop concret pour être balayé d'un revers de main. Je suis allée chez mes parents, le contrat presque signé à la main, un sourire jusqu'aux oreilles. Maman, j'ai une nouvelle incroyable. J'ai décroché le contrat avec le Gourmet Lyonnais. Au début, elle a semblé surprise, presque impressionnée. Elle a posé des questions sur les détails, le montant. J'ai tout expliqué avec enthousiasme, mon cœur léger pour la première fois depuis des années. J'ai cru voir une lueur de fierté dans ses yeux. J'aurais dû savoir que ce n'était qu'un mirage. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était le directeur marketing de la chaîne. Sa voix était gênée, presque fuyante. « Amélie, je suis vraiment désolée. Nous allons devoir annuler notre collaboration. Des circonstances imprévues. » J'étais abasourdie. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne comprenais pas. Tout était parfait. J'ai demandé des explications, mais il est resté vague, marmonnant des excuses sur un changement de direction stratégique. Mon monde s'est effondré. J'ai passé la journée à pleurer, convaincue que j'étais maudite. Mais une petite voix au fond de moi, une voix de combattante endurcie par des années de déception, me disait que quelque chose n'allait pas. Le directeur avait laissé échapper une phrase, « Nous avons reçu un appel inquiétant concernant votre fiabilité. » Inquiétant ? De qui ? La vérité m'a frappé comme la foudre, une pensée si horrible que j'ai d'abord refusé d'y croire.
J'ai fouillé dans les vieux contacts de ma mère et j'ai trouvé le nom du propriétaire de la chaîne de restaurants. C'était une vieille connaissance de la famille, quelqu'un que ma mère connaissait depuis des années. Le cœur battant, les mains tremblantes, j'ai appelé cet homme. Après quelques hésitations, sentant ma détresse, il m'a tout avoué. Ma propre mère l'avait appelé. Elle lui avait dit qu'elle était très inquiète pour moi, que ce projet était trop gros pour mes petites épaules. Elle avait dit que j'étais talentueuse mais pas fiable, que j'avais tendance à ne pas finir ce que je commençais. Elle avait dit qu'elle faisait ça par amour, pour me protéger de l'échec et me pousser à chercher un emploi stable et sécurisant comme celui de Chloé. Elle avait méthodiquement, consciemment, saboté la plus grande opportunité de ma vie. Quand je suis retournée la voir, tremblante de rage et de chagrin, et que je l'ai confrontée, elle n'a montré aucun remords. Je n'ai fait ça que pour ton bien, a-t-elle dit, le visage dur, impénétrable. Tu ne comprends pas le monde réel. Un jour, tu me remercieras. Elle avait détruit mon rêve au nom de l'amour. J'étais anéantie. Franchement, que feriez-vous à ma place? Comment réagiriez-vous face à une telle trahison de la part de votre propre mère? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez, car à ce moment-là, je me sentais complètement seule. Elle a non seulement ruiné mon contrat, mais aussi une partie de mon espoir. Mais ce que j'ignorais, c'est que cette trahison n'était que le prélude au cauchemar à venir. Après la trahison de ma mère, j'ai sombré. Un voile gris semblait s'être abattu sur ma vie. J'ai continué à aller à mon travail à l'agence, mais le cœur n'y était plus. J'étais comme une automate, vidée de toute passion, de toute énergie. Chaque coup de crayon, chaque choix de couleur me rappelait le rêve qu'on m'avait volé. J'ai coupé les ponts avec ma mère. Complètement. Je ne répondais plus à ses appels, je supprimais ses messages sans les lire. La douleur était trop vive, la blessure trop profonde pour même envisager le pardon. Mon père, Gérard, m'appelait parfois, sa voix pleine d'une tristesse impuissante. Il était pris entre deux feux, aimant sa femme mais voyant la peine qu'elle m'infligeait. Il essayait de la défendre, maladroitement. Ta mère s'inquiète pour toi, tu sais, disait-il. Elle ne voulait que ton bien. Mais ces mots sonnaient creux, comme une excuse usée. Comment le sabotage pouvait-il être une preuve d'amour? Et puis, quelques mois plus tard, alors que je commençais à peine à remonter la pente, l'impensable s'est produit. C'était un mardi matin. J'étais en pleine réunion de brainstorming quand mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement sur la table. C'était ma mère. D'habitude, j'aurais ignoré l'appel. Mais cette fois, une intuition, une angoisse sourde m'a poussé à répondre. Sa voix était hystérique, déformée par la panique, à peine cohérente. C'est ton père? Il s'est effondré, au travail, l'ambulance. Les mots étaient entrecoupés de sanglots. J'ai tout laissé en plan. J'ai marmonné une excuse à mes collègues, j'ai couru hors de la salle de réunion, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, le cœur martelant ma poitrine. Chaque feu rouge était une torture. Des images horribles défilaient dans ma tête, mon père, son sourire bienveillant, son rire. Je ne pouvais pas le perdre. J'ai trouvé ma mère dans la salle d'attente des urgences, recroquevillée sur une chaise en plastique, le visage ravagé par les larmes. Pour la première fois de ma vie, elle m'a semblé petite, fragile, perdue. Toute ma colère, toute ma rancœur se sont évaporées. Je n'ai vu qu'une femme terrifiée qui avait peur de perdre l'homme de sa vie. Je l'ai prise dans mes bras. Pendant les 8 heures qui ont suivi, nous avons attendu, suspendus au moindre mot des médecins. C'étaient les heures les plus longues de ma vie, un purgatoire fait de couloirs aseptisés et de bips de machines. Le diagnostic est tombé comme un coup près, crise cardiaque. Infarctus du myocarde. Mon père, cet homme que je croyais invincible, un roc, était entre la vie et la mort. Il a été transporté d'urgence en salle d'opération. L'attente était insoutenable. Chloé, prévenue, a pris le premier TGV depuis Paris. Elle est arrivée, le visage blême, son tailleur impeccable jurant avec l'ambiance anxiogène de l'hôpital. Nous nous sommes serrés les unes contre les autres, unis par la peur, les rivalités et les blessures oubliées pour un temps. L'opération a été un succès. Les chirurgiens avaient sauvé mon père. Mais le chemin de la guérison serait long.
Il devrait rester hospitalisé pendant plusieurs semaines, suivi de mois de rééducation cardiaque. Plus important encore, il serait incapable de travailler pendant au moins 6 mois, peut-être plus. Mon père était proviseur de lycée. Son salaire était la principale, presque l'unique, source de revenus de la famille. C'est pendant la 2e semaine d'hospitalisation de mon père que ma mère m'a révélé l'ampleur du désastre. Un soir, alors que nous étions seuls dans la chambre d'hôpital silencieuse, à peine éclairée par la veilleuse, elle a fondu en larmes. Elle m'a avoué qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années. Des crédits à la consommation pour maintenir un certain standing, des découvertes bancaires devenues chroniques. Leurs économies avaient été anéanties par des dépenses imprévues et des réparations sur la maison. Ils vivaient d'un salaire à l'autre, jonglant constamment avec les dettes. L'absence prolongée de mon père allait créer une crise financière immédiate, surtout avec les frais médicaux qui commençaient à s'accumuler et que leur mutuelle ne couvrirait pas entièrement. Je ne sais pas ce que nous allons faire, Amélie, a-t-elle sangloté, en griffonnant des chiffres affolants sur un carnet. Le crédit de la maison est dû la semaine prochaine, et nous sommes déjà en retard sur les factures d'électricité. Ton père serait anéanti s'il savait à quel point la situation est grave. Ses mains tremblaient. Elle était perdue, dépassée. Au milieu du bip des machines de l'hôpital et des sanglots de ma mère, je savais que le poids de ma famille reposait désormais sur mes épaules. Un poids que personne ne m'avait demandé de porter. Face au désarroi de ma mère, face à la peur panique de tout perdre, de voir mes parents expulsés de la maison où j'avais grandi, je n'ai pas hésité une seconde. La trahison, la colère, tout a été balayé par l'urgence de la situation. Dans ce moment de crise absolue, il n'y avait plus de filles préférées ou de filles ratées. Il n'y avait qu'une famille au bord du gouffre. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne le sentais. Je vais m'en occuper. Je lui ai suggéré de ne pas en parler à Chloé. Elle est tellement occupée avec son travail, et elle prépare ses fiançailles. Ne l'inquiétons pas avec ça. Je peux gérer la situation jusqu'à ce que papa soit de nouveau sur pied. C'était en partie par protection pour ma sœur, mais aussi, je l'avoue, par une sorte d'orgueil mal placé. Je voulais leur prouver, et me prouver, que j'étais capable. Je lui ai menti. Je lui ai dit que mon activité de freelance avait finalement décollé, que le contrat que j'avais perdu avait été remplacé par plusieurs autres, plus petits mais lucratifs. Je lui ai dit que je pouvais facilement couvrir leurs dépenses. C'était un mensonge éhonté. J'avais quelques petits projets, mais rien qui puisse payer 2 loyers, des factures médicales et un crédit immobilier. Le soulagement sur le visage de ma mère était palpable, mais il était teinté de ce scepticisme qui me blessait tant. Tu es sûre que tu peux te le permettre, ma chérie? Je sais que tes petites affaires artistiques ne rapportent pas des fortunes. Le commentaire m'a piqué, mais j'ai ignoré la critique familière. Aider ma famille était ma seule priorité. C'est ainsi que mon calvaire, mon double vie, a commencé. J'ai gardé mon travail à l'agence, qui me garantissait un salaire fixe, et j'ai passé toutes mes soirées, mes nuits et mes week-ends à chercher des missions en freelance. J'ai accepté tout ce qui se présentait, sans distinction. J'ai créé des sites web pour des petites entreprises jusqu'à 3 heures du matin, conçu des brochures pour des associations locales pendant ma pause déjeuner, réalisé des logos pour des artisans le dimanche. Je travaillais 12, parfois 16 heures par jour. Le sommeil est devenu un luxe. Ma vie sociale a disparu. Mes amis ne comprenaient pas pourquoi j'étais soudainement indisponible, pourquoi j'annulais tous nos plans. Je suis débordée de travail, leur disais-je, sans donner de détails. Je maigrissais à vue d'œil, survivant grâce au café et à la peur panique de ne pas pouvoir réunir l'argent à temps pour la prochaine échéance. Pendant ce temps, la vie de Chloé continuait son cours parfait. Elle appelait ma mère tous les jours pour prendre des nouvelles de papa, ce qui était touchant, mais la conversation dérivait inévitablement sur ses propres succès, une affaire importante qu'elle venait de gagner, les préparatifs de ses fiançailles avec Alexandre, le choix de la bague en diamant. Ma mère me racontait tout cela avec des étoiles dans les yeux, sans jamais mentionner la crise financière ou mes contributions pour la résoudre. L'ironie de la situation était cruelle, presque comique dans sa tragédie. Pendant que Chloé discutait du traiteur pour sa fête de fiançailles, je négociais des délais de paiement avec la compagnie d'électricité pour que mes parents ne se retrouvent pas dans le noir. Pendant qu'elle essayait des robes de créateur,
je portais les mêmes vêtements depuis des mois pour économiser le moindre euro. En 3 mois, j'avais versé plus de 15 000 € sur le compte de mes parents. J'avais vidé mon livret A, mon plan d'épargne, tout. J'étais à découvert, vivant moi-même sur le fil du rasoir, angoissée à chaque fois que je passais ma carte bancaire. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la pression financière. C'était l'attitude de ma mère. Elle prenait l'argent comme un dû, sans jamais vraiment demander d'où il venait. Elle continuait à me traiter avec la même condescendance. Quand je lui disais que j'étais épuisée de travailler tard, elle me suggérait de mieux gérer mon temps, comme Chloé. Quand je ne pouvais pas venir à un dîner de famille à cause d'une échéance pour un client, elle commentait que Chloé, elle, trouve toujours du temps pour sa famille malgré son emploi du temps chargé. J'étais leur bouée de sauvetage, mais pour elle, je restais un poids mort. C'est assez ironique, n'est-ce pas? J'étais en train de sauver notre famille de la ruine, pendant que ma sœur planifiait une fête somptueuse. Et vous n'allez pas croire à quoi ma mère a utilisé une partie de l'argent que je lui donnais. Chaque chèque que je donnais à ma mère signifiait qu'un PAN de mon avenir s'envolait. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était que mon sacrifice était totalement invisible à ses yeux. Le point de rupture, ce moment où la coupe pleine ne fait pas que déborder mais explose en 1000 morceaux, s'est produit lors de la fête de fiançailles de Chloé. Malgré nos difficultés financières criantes, ma mère avait insisté pour organiser une réception digne de sa fille. Et avec quoi a-t-elle payé les traiteurs, la location des tables élégantes et les compositions florales extravagantes? Avec l'argent que je lui avais donné. L'argent que je gagnais en sacrifiant mon sommeil, ma santé et ma propre stabilité financière. Elle a transformé le jardin de notre maison d'enfance en une vitrine de son succès parental, une célébration de sa fille parfaite, une fête entièrement financée par les larmes et la sueur de sa fille, ratée. La veille, j'avais travaillé jusqu'à 4 heures du matin sur un projet urgent pour pouvoir verser l'argent nécessaire pour le traiteur. J'ai passé toute la matinée de la fête à aider aux préparatifs. J'étais l'assistante non rémunérée, la petite main invisible. J'ai disposé les fleurs, dressé les tables, tout en recevant des ordres de ma mère, qui dirigeait chaque détail avec une précision militaire, le stress la rendant encore plus cassante que d'habitude. Assure-toi que les marque-places de Chloé soient parfaitement alignées, m'a-t-elle ordonné, sans même un regard. Tout doit être absolument impeccable pour son jour spécial. J'ai souri et obéi, ravalant le ressentiment qui me brûlait la gorge comme un acide. Je me sentais comme une étrangère, une employée dans la célébration de la vie d'une autre. Chloé et Alexandre sont arrivés, resplendissants, comme un couple de stars de cinéma. Elle portait une robe de créateur qui a dû coûter mon salaire d'un mois, sa bague de fiançailles scintillant à son doigt comme un phare. Il était à ses côtés, dans un costume parfaitement taillé, discutant de ses dernières prouesses chirurgicales avec la 50aine d'invités que ma mère avait conviés. C'était tout ce que ma mère avait imaginé, une fête digne de sa fille qui avait réussi. Pendant les discours, les parents et amis se sont succédés pour louer les accomplissements de Chloé et son choix d'un fiancé si impressionnant. Mon oncle a levé son verre à la success story de la famille, tandis que ma tante s'extasiait sur la fierté que ma mère devait ressentir d'avoir une fille aussi exceptionnelle. Je me tenais à l'arrière, près du buffet, applaudissant poliment, me sentant de plus en plus invisible, de plus en plus étrangère à ma propre famille. Le moment qui a fait voler en éclats le peu de patience qui me restait est arrivé lorsqu'une voisine, Madame Dubois, une femme adorable qui me connaissait depuis que j'étais en couche, s'est approchée de ma mère. « Alors, comment vont vos 2 charmantes filles ?» a-t-elle demandé avec un sourire bienveillant, en me faisant un clin d'œil amical. La réponse de ma mère a révélé toute l'étendue de ses véritables sentiments, sans filtre, sans pitié, avec une cruauté désinvolte qui m'a glacé le sang. Oh, Chloé est évidemment épanouie, a-t-elle commencé, en faisant un geste large et fier vers le couple heureux. Elle est en passe de devenir associée dans son cabinet, fiancée à cet homme merveilleux, et elle prépare le plus beau des mariages. Puis, elle a marqué une pause, a tourné son regard vers moi, qui était juste à côté, et a ajouté avec un petit rire dédaigneux, comme si elle partageait une blague entre adultes, et Amélie, eh bien. Amélie cherche encore sa voie avec ses petits projets artistiques. Ses petits projets artistiques. La phrase a été prononcée avec une telle désinvolture, devant des gens qui me voyaient grandir. C'était comme si elle me déshabillait en public, exposant ma prétendue insignifiance, mon échec.
J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour maintenir cette famille à flot, sacrifiant ma propre sécurité, pour être réduite à quelqu'un qui cherche encore sa voie. L'humiliation me brûlait la poitrine. J'ai vu le regard des autres changer, se remplir de cette pitié condescendante que je détestais tant. Les amis et voisins hochaient la tête avec sympathie, me regardant clairement comme la déception de la famille, la pièce défectueuse. J'ai senti les larmes monter, chaudes et piquantes, mais je les ai refoulées. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je me suis excusée poliment, prétextant devoir vérifier quelque chose en cuisine, et je me suis réfugiée à l'intérieur, le cœur en miettes, le son des rires et des conversations me parvenant comme un écho lointain d'un monde auquel je n'appartenais pas. Je me tenais là, au milieu des rires de la fête que j'avais organisée, et j'ai réalisé que je n'étais pas seulement invisible. Aux yeux de ma mère, j'étais un pitoyable raté. La vie a repris son cours après la fête, ou plutôt, mon esclavage volontaire a continué dans un silence encore plus lourd. Mon père commençait sa rééducation, les progrès étaient lents et frustrants pour lui. Les factures, elles, ne ralentissaient pas, impitoyables et régulières. Chaque début de mois, je faisais le même pèlerinage chez mes parents, avec une enveloppe contenant le chèque pour le crédit de la maison. C'était devenu un rituel silencieux et douloureux, un rappel constant de ma situation. 2 semaines après la fête de fiançailles, je suis passé un mercredi soir pour déposer l'enveloppe. L'air était lourd, chargé d'une tension non dite depuis l'humiliation publique que j'avais subie. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé ma mère assise à table, plongée dans des magazines de mariage que Chloé avait laissés lors de sa dernière visite. Elle prenait des notes, comparait des lieux de réception, des arrangements floraux pour ce qu'elle avait commencé à appeler l'événement de la décennie. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. Le montant représentait près de la moitié de mes revenus mensuels, un sacrifice qui exigeait un budget de guerre et un travail acharné. Pourtant, ma mère a pris l'enveloppe sans même un regard, sans un mot de remerciement, comme si l'argent se matérialisait par magie plutôt que de provenir du compte en banque vidé de sa fille. Elle l'a glissé dans un tiroir et est immédiatement retournée à ses magazines. Chloé a trouvé le lieu le plus exquis, a-t-elle annoncé, sans lever les yeux, sa voix pleine de rêverie. Le château de Bagnols a une disponibilité pour le printemps prochain, elle va verser un acompte demain. La salle de bal surplombe les vignobles, ils peuvent accueillir 300 invités. C'est exactement ce qu'elle mérite pour son jour spécial. J'ai fait un calcul mental rapide. La location d'un tel lieu pour un mariage coûtait plus que tout l'argent que j'avais donné à mes parents au cours des 4 derniers mois. L'ironie était écrasante, suffocante. Chloé dépensait sans compter pour une seule journée, pendant que je me saignais aux 4 veines pour que nos parents gardent un toit sur la tête. Mais mes sacrifices restaient invisibles, tandis que les dépenses de Chloé étaient célébrées comme étant justes et méritées. Puis, la conversation a dérivé sur des sujets encore plus personnels, encore plus déconnectés de notre réalité. Chloé et Alexandre planifiaient leur voyage de noces. Pas une semaine aux Baléares. Non. 3 semaines à explorer les Maldives et le Sri Lanka, dans des hôtels de luxe sur pilotis, avec des excursions privées en yacht. Un voyage dont le coût dépassait mon revenu annuel. Ma mère écoutait les détails que Chloé lui avait donnés au téléphone, les yeux brillants de désir, vivant par procuration à travers le luxe de sa fille aînée. Puis, elle a soupiré, un long soupir théâtral, plein d'apitoiement sur soi. Ah, ce que ça doit être merveilleux de pouvoir s'offrir de tels luxes, a-t-elle dit, en me regardant presque avec reproche, comme si ma situation financière modeste était la cause de tous ces maux. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que ton père et moi avons pris de vraies vacances. On parle d'aller voir ta tante à Nice depuis des années, mais on ne semble jamais avoir l'argent pour voyager. Cette phrase. C'était la goutte d'eau. La phrase de trop. L'insulte finale. L'argent qui aurait pu les emmener à Nice, et bien plus encore, était celui que je lui avais donné. Il avait servi à payer leurs factures, leurs médicaments, leur nourriture. Et même la fête de sa fille parfaite. Mais dans son esprit, ce lien n'existait pas. Mon soutien pratique était invisible, une simple commodité, éclipsée par le style de vie glamour de Chloé. La tension dans la pièce était palpable, électrique. Chaque mot qu'elle prononçait était une petite coupure supplémentaire, un rappel de mon inadéquation. Mes réserves émotionnelles étaient à sec, épuisées par des mois de stress financier, de surmenage et de critiques incessantes.
Je sentais quelque chose monter en moi, une vague de fond, une force que je ne me connaissais pas. Elle m'a regardé, non pas comme un bienfaiteur, mais comme un importun. Puis elle a prononcé la phrase qui a brisé 28 ans de silence. Ma mère a finalement détourné son attention des magazines de mariage pour la poser sur moi. Son regard n'était plus rêveur, il était scrutateur, critique. Elle a examiné mes vêtements simples, un jean et un pull fatigué, mes cheveux attachés à la hâte, les cernes bleuâtres sous mes yeux que même l'anti-cerne ne pouvait plus cacher. Tu sais, Amélie, a-t-elle commencé d'un ton professoral, celui qu'elle utilisait pour me faire la morale quand j'étais enfant, tu devrais vraiment prendre un peu plus soin de toi. Regarde Chloé, elle est toujours si élégante, si bien mise, même quand elle passe à l'improviste. Et cette histoire de freelance, ça fait des années maintenant, et tu as toujours du mal financièrement. Il est peut-être temps d'accepter que certaines personnes, comme toi, sont faites pour des chemins plus traditionnels, plus sûrs. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Chaque comparaison était un rappel de mon échec supposé. Les difficultés financières qu'elle mentionnait étaient directement, uniquement, liées au fait que je les soutenais, mais cette connexion semblait lui échapper complètement. C'était une cécité volontaire, un déni confortable. Dans son esprit, le succès de Chloé se justifiait de lui-même, tandis que mes sacrifices n'étaient qu'une preuve de mes mauvais choix de vie, de mon incapacité à réussir. La colère montait en moi, une vague chaude et puissante qui menaçait de tout emporter. Mais je suis restée silencieuse, serrant les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. C'est alors qu'elle a porté le coup de grâce. Elle s'est levée, s'est approchée de moi et m'a regardé droit dans les yeux. Son expression n'était plus seulement critique, c'était un mélange de déception et de frustration exaspérée, comme si j'étais un problème qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Ses prochains mots allaient tout changer entre nous, franchissant une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur. Chloé a tout compris. Carrière, relations, projet d'avenir. Elle a secoué la tête, comme si j'étais une énigme insoluble, une erreur de la nature. Puis elle a prononcé la phrase fatidique. Froidement. Sans émotion. Comme une sentence. Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur, Amélie. Le plus tôt tu l'accepteras, le plus tôt tu pourras trouver un moyen d'être satisfaite avec moi. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, plus cruels que tout ce qu'elle avait jamais dit auparavant. La façon dont elle les a prononcés les rendait encore plus dévastateurs, comme si elle énonçait un fait scientifique, une vérité universelle, plutôt que de détruire le peu d'estime de soi de sa propre fille. Pendant 28 ans, j'avais soupçonné que c'était ce qu'elle pensait vraiment. Mais l'entendre dit si crûment, c'était dévastateur. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit à cet instant de douleur absolue. Au lieu de m'effondrer, au lieu de laisser les larmes couler, au lieu de me recroqueviller dans les sentiments familiers d'inadéquation et de honte, j'ai ressenti tout autre chose. Une clarté. Une clarté glaciale et tranchante. Le brouillard de des années de doute, de culpabilité et d'autodépréciation s'est soudainement levé, révélant la vérité de notre situation avec une précision stupéfiante. Ce n'était pas moi, l'échec. C'était moi, la fille qui avait été là quand ça comptait vraiment. La réponse qui est sortie de ma bouche m'a surprise moi-même par sa conviction calme. Ma voix ne tremblait pas. Elle était basse, mais elle portait. Alors, demande-lui de payer tes factures. L'expression de ma mère est passée de la supériorité suffisante à la confusion choquée. Qu'est-ce que tu as dit, a-t-elle balbutié, comme si elle n'avait pas bien entendu. J'ai répété, plus fort cette fois, chaque syllabe pesant une tonne, chaque mot une brique que je lançais contre le mur de son déni. J'ai dit, demande-lui de payer tes factures. La couleur a quitté son visage. Demande à ta fille qui a réussi de couvrir ton crédit immobilier. Demande-lui de payer les frais médicaux de papa. Demande-lui de gérer les factures d'électricité, la facture de la voiture et toutes les autres dépenses que je couvre seule depuis 4 mois. Pour la première fois, elle était forcée de confronter le décalage entre ses perceptions et la réalité. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, sans qu'aucun son n'en sorte. Le magazine de mariage a glissé de ses mains et est tombé au sol avec un bruit sourd, ses pages de bonheur parfait s'étalant sur le carrelage froid. Son monde soigneusement construit s'effondrait sous ses yeux. Et pour la première fois de sa vie, elle fut forcée de me voir non pas comme l'ombre de Chloé,
mais comme Amélie. Le silence dans la cuisine était assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale qui semblait compter les secondes d'une nouvelle ère, d'une nouvelle réalité. Ma mère me fixait, les yeux écarquillés, le visage vidé de toute couleur, comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne savais pas, a-t-elle finalement réussi à murmurer, sa voix un filet tremblant, à peine audible. Mais je n'avais pas fini. Le barrage de 28 années de ressentiment, de frustration et de paroles non dites venait de céder, et la vérité déferlait, impossible à arrêter. Tu ne savais pas quoi, maman, ai-je demandé, ma voix toujours calme mais chargée du poids de mois de frustration accumulée. Que pendant que Chloé planifiait des fêtes de fiançailles et des vacances en Europe, je travaillais 16 heures par jour pour vous empêcher de perdre votre maison? Que pendant que tu te vantais de son bureau d'angle et de son salaire à 6 chiffres, je vidais mon compte épargne pour payer les médicaments de papa? Ma voix est restée posée, mais chaque mot était une pierre jetée dans le lac tranquille de ses illusions. J'ai sorti mon téléphone. J'étais prête pour ce moment, sans même le savoir. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à lui montrer les preuves, ligne par ligne, virement par virement. Le crédit de mars, 1200 €, mon argent. Les factures d'avril, 450 €, mon argent. Les ordonnances de papa, 200 € par mois, mon argent. Le traiteur pour la fête de Chloé, 2000 €, mon argent. La liste continuait, implacable, et à chaque révélation, le visage de ma mère se décomposait un peu plus. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» a-t-elle chuchoté, les larmes commençant à perler au coin de ses yeux. Mais nous connaissions toutes les deux la réponse. C'était une question malhonnête. Je te l'ai dit, maman. Chaque fois que je te tendais une enveloppe. Chaque fois que je mentionnais que je travaillais des heures supplémentaires. Chaque fois que je disais que j'aidais avec les dépenses. Tu as juste choisi de ne pas le voir, de ne pas entendre, parce que ça ne correspondait pas à ton histoire de la fille qui réussit et de celle qui peine. Reconnaître mon aide aurait ruiné ton récit parfait. La vérité était libératrice, comme une bouffée d'air frais après des années d'asphyxie. Sais-tu ce que c'est que de s'épuiser à aider quelqu'un qui traite tes efforts comme s'ils ne valaient rien? De sacrifier ta propre sécurité financière pour des parents qui ne voient pas au-delà des accomplissements de leur fille préférée? Ma mère a commencé à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chloé n'est même pas au courant des problèmes financiers de papa, n'est-ce pas? Parce que tu étais trop fière pour demander de l'aide à ta fille qui a réussi, mais parfaitement à l'aise de prendre l'argent de ta fille décevante sans même reconnaître d'où il venait, sans même un merci. Elle aurait aidé si elle avait su, a-t-elle protesté faiblement, mais même elle semblait douter de la conviction derrière ces mots. Vraiment? Ou aurait-elle été trop occupée avec ses dossiers importants et ses projets de vacances de luxe? On ne le saura jamais, parce que tu ne lui as jamais donné la chance de prouver si ta fille parfaite se montrerait à la hauteur quand sa famille avait vraiment besoin d'elle. La conversation a duré encore 1 heure. Elle a alterné entre des justifications défensives, je voulais juste vous protéger toutes les deux, et des excuses larmoyantes. Elle a essayé d'expliquer son comportement comme venant d'un désir de vouloir le meilleur pour nous deux, mais ses explications tombaient à plat face à la réalité de la façon dont son favoritisme s'était manifesté pendant une crise réelle. J'ai été claire. Je ne regrettais pas d'avoir aidé, mais j'en avais fini d'être traitée comme la fille inférieure tout en fournissant le soutien supérieur. Je ne te demande pas de m'aimer plus que Chloé, ai-je conclu, ma voix adoucie par l'épuisement. Je te demande de me voir clairement. De reconnaître ce que je contribue réellement, au lieu de ce que tu penses que je devrais contribuer. La dynamique entre nous avait changé pour toujours. La conversation s'est terminée sur sa promesse, faite d'une voix brisée, d'appeler Chloé et de lui expliquer toute la situation. Les morceaux de notre famille étaient toujours là, mais pour la première fois, nous avons cessé d'essayer de les cacher. Nous avons commencé à les rassembler, ensemble. Les semaines qui ont suivi notre confrontation ont été étranges, suspendues dans une sorte de brouillard incertain. Mais elles ont aussi apporté des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma mère a tenu sa promesse. L'appel à Chloé a duré plus de 2 heures. Je n'étais pas là, mais mon père m'a raconté plus tard que ma mère avait pleuré pendant tout l'appel, lui expliquant tout, la crise cardiaque, la situation financière désastreuse, et mes mois de soutien secret. La réaction de Chloé a été un mélange de choc,
de culpabilité et d'offres immédiates pour aider. Elle m'a appelé le lendemain. Sa voix habituellement si assurée était sobre et pleine de remords. Amélie, je n'avais aucune idée. Maman n'a jamais rien mentionné. Je me sens tellement mal, tellement égoïste. Que tu aies porté tout ça toute seule. Son remords était sincère, palpable à travers le téléphone. Pour la première fois depuis que nous étions enfants, nous avons eu une conversation honnête, sans filtre, sans rivalité. J'aurais aidé immédiatement si j'avais su, a-t-elle continué, sa voix se brisant légèrement. Je n'arrive pas à croire que je planifiais des vacances de luxe pendant que tu vidais tes économies pour les maintenir à flot. Ce n'est pas la personne que je veux être. Chloé a immédiatement organisé un virement pour me rembourser intégralement et a mis en place un soutien financier mensuel et conséquent pour nos parents, prenant le relais. Plus important encore, la relation entre Chloé et moi a commencé à guérir. Nous avons commencé à avoir des conversations téléphoniques régulières où elle me posait des questions sur mon entreprise, s'intéressait sincèrement à mes projets et écoutait réellement mes réponses. Elle a commencé à me référer des clients de son réseau parisien, vantant mon talent incroyable. La transformation de ma mère a été plus progressive, mais tout aussi significative. Le choc initial a évolué vers un véritable effort pour changer. Elle a commencé à me poser des questions sur mes clients par leur nom, à célébrer quand je décrochais de nouveaux contrats, et à s'arrêter au milieu d'une phrase quand elle commençait à faire des comparaisons. Ce n'était pas parfait. Des décennies d'habitude ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais maintenant, quand elle se surprenait à faire un commentaire désobligeant, elle s'arrêtait, rougissait légèrement et s'excusait. « Je suis désolée, Amélie. C'est l'ancienne moi qui parle. Raconte-moi en plus sur ce projet qui t'enthousiasme. » 6 mois après cette confrontation qui a changé ma vie, nous nous sommes réunis pour le dîner de Noël. La dynamique était complètement différente. Chloé et Alexandre étaient là, ainsi que David, un enseignant adorable et passionné que j'avais commencé à fréquenter. La conversation était fluide, naturelle, sans la tension sous-jacente d'autrefois. Ma mère avait préparé mes plats préférés aux côtés de ceux de Chloé, un petit geste qui signifiait énormément. Quand mon oncle a demandé des nouvelles des filles, la réponse de ma mère a reflété sa nouvelle compréhension. Chloé fait un travail formidable au cabinet, et Amélie a bâti une entreprise de design si impressionnante, elle est si créative. Je suis fière de la façon dont mes 2 filles ont construit des carrières si différentes mais si réussies. Mon cœur s'est serré en l'entendant. Ma propre vie a commencé à s'épanouir. Libérée du fardeau financier et émotionnel, mon entreprise a continué de croître, au point que j'ai pu quitter mon emploi à l'agence et me consacrer entièrement à ma passion. La confiance que j'ai acquise en me défendant s'est traduite par de meilleures relations avec les clients et des projets plus ambitieux. Plus tard dans la soirée, alors que nous aidions à débarrasser, ma mère m'a prise à part dans la cuisine, à l'endroit même où tout avait explosé. « Amélie, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Je veux que tu saches à quel point je suis désolée. Pour toutes ces années où je t'ai fait sentir inférieure à Chloé. Vous étiez 2 filles merveilleuses de manière différente, et j'étais trop aveugle, trop obsédée par une seule forme de réussite pour le voir. Tu as sauvé notre famille cette année, pas seulement financièrement, mais émotionnellement aussi. Tu m'as appris à être une meilleure mère. » Son excuse était sincère et spécifique. J'ai accepté ses excuses, sentant un poids final se lever de mes épaules. Le processus de guérison était en cours, et il serait long, mais il était réel. En repensant à cette confrontation dans la cuisine, je réalise que ce fut le moment le plus important de ma vie d'adulte. Trouver le courage de dire la vérité à la personne qui avait contrôlé mon image de moi pendant des décennies était terrifiant, mais c'était aussi incroyablement libérateur. La petite fille qui avait passé des années à chercher l'approbation avait enfin appris à s'approuver elle-même. Mon histoire vous a-t-elle touché ? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez enfin trouvé le courage de vous défendre après des années à être sous-évalué ? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, donnez-lui un « j'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par les comparaisons des autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la recherche de sa voix et la revendication de sa valeur. Merci d'avoir écouté mon parcours. Le chemin vers la découverte de soi est difficile, mais il en vaut la peine. Car parfois,
Il faut affirmer sa valeur aux autres pour enfin y croire soi-même.